Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Il y a eu un conseil des ministres hier au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des décisions, une mesure portant interdiction de l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs analogiques, de sorte à ne plus avoir de postes téléviseurs analogiques en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Cette décision a été arrêtée dans le cadre de la migration vers la télévision numérique terrestre. Les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat se sont ouvertes hier à Abidjan. Elles vont durer 3 jours. Ces journées offrent l'opportunité aux acteurs des PME et de l'artisanat de réfléchir à la problématique du développement et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Notons que les PME et l'artisanat absorbent plus de 30% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifou. 3 jours pour réfléchir à la problématique du développement et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises PME en Côte d'Ivoire, pour identifier également toutes les difficultés des PME et y apporter définitivement des solutions. À côté des ateliers sur le financement et l'accès au marché des PME et des produits de l'artisanat, la compétitivité des PME et les stratégies de relance du secteur de l'artisanat, des rencontres d'affaires et des expositions. Nous attendons beaucoup de clients. Les gens ont peur de venir voir ce qu'il y a vraiment dans l'art. Ils ont peur de découvrir. D'autres, même quand ils voient les marques, ils ont peur. Pourtant, l'art, ce n'est pas seulement que les marques, les fétiches et tout. L'art aussi a beaucoup d'importance dans la vie sociale. L'artisanat génère 12% du PIB et occupe environ 25% de la population active, quand la contribution des PME au produit intérieur brut se situe entre 18 et 20%. En organisant les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, les acteurs de ces secteurs et les autorités gouvernementales entendent conjuguer leurs efforts pour augmenter considérablement leur contribution à la formation du PIB de la Côte d'Ivoire. La radiodiffusion télévision ivoirienne prend également une part active à ces journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. La communication étant un instrument stratégique de promotion et de développement de l'entreprise, la Fédération ivoirienne des PME-PMI compte tirer profit de l'offre que propose la RTI à ses membres. Adama Kone. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est résolue à accompagner les petites et moyennes entreprises sur la voie de la compétitivité. Elle propose une offre taillée sur mesure à ces structures de taille modeste. Nous avons la présence de la RTI parmi nous, parmi les entreprises qui vont exposer, parce que nous nous sommes rendus compte que la RTI avait développé un système de communication qui peut permettre donc, qui peut être aussi un moyen, un outil utilisé par les entreprises. Et nous les invitons justement à venir aussi à découvrir ce système que propose justement la RTI. Vous savez, nous avons insisté sur l'importance de l'information, diffuser l'information, sur l'importance de la communication. Et pour nous, par exemple, il y a un outil et nous sommes bien contents d'avoir la RTI avec nous au cours de ces événements. L'offre de la RTI sera détaillée aux opérateurs économiques ce vendredi, deuxième jour des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. 56 étudiants ivoiriens vont poursuivre leurs études en France. Ils viennent de recevoir leur diplôme d'admission au test de recrutement, mais également des ordinateurs. Ce voyage d'études est le fruit de la coopération entre la République de France et la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu récemment à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et Serge Gangomin y était. Les étudiants sont les lauréats des bourses du doctorat du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, enrichis du contrat de désendettement et de développement. Ils ont reçu leurs attestations de bourse et des ordinateurs portables au cours de cette cérémonie à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cela va me permettre d'effectuer mes travaux dans de meilleures conditions et puis aussi de bénéficier d'un savoir-faire d'un grand pays comme la France. En fait, je reviendrai mettre tout cela au service de mon pays. Ils vont ensuite avoir des fonds qui vont leur permettre d'acheter des ouvrages relatifs à leur formation. En plus de ça, ils sont
totalement pris en charge. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, a dit la foi de son pays aux efforts menés actuellement en Côte d'Ivoire. Quand on a vu tous les progrès réalisés en très peu de temps finalement, depuis 2012 en fait, là c'est très porteur. Les grands instituts d'ailleurs de recherche, pas seulement français, sont revenus en Côte d'Ivoire. Les entreprises privées maintenant s'associent à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je le vois par exemple à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Tout ça est très prometteur et effectivement c'est en donnant l'exemple vous-même qu'on a envie de participer à vos efforts. Niamey Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités françaises. Il a également exhorté les bénéficiaires des bourses françaises à tirer meilleur profit de cette opportunité. Je suis un ministre de l'Enseignement supérieur heureux, comblé, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les récipiendaires, les étudiants, les enseignants qui bénéficient de cette bourse et leur dire que la Côte d'Ivoire émergente les attend. Ces bourses françaises permettront aux étudiants ivoiriens d'étudier sur une période de 3 ans, 16 pour la préparation des masters et 40 pour le doctorat. Le projet AMRUJ du contrat de désendettement et de développement bénéficie d'une enveloppe de plus d'1,7 milliard de francs CFA. L'adéquation formation-emploi était récemment au centre d'un atelier. Il s'agissait pour les professionnels du secteur de la formation professionnelle de réfléchir sur les initiatives en la matière, mais aussi d'examiner les propositions en vue d'une meilleure adaptation de la formation au marché de l'emploi. Cette rencontre est une initiative du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES. Franck Quadio. L'inadéquation formation-emploi, une question cruciale qui traverse le temps. Plusieurs résolutions et travaux sur la question depuis le début des années 70 et des pistes diverses. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES explore de la labellisation des écoles de formation professionnelle. Il s'agit de la formation. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous assurer que la formation est de qualité? La labellisation ou donner à la formation professionnelle une identité et les instruments pour mieux identifier les difficultés. Un atelier donc impliquant les acteurs clés de la formation professionnelle est organisé. Il faut bien entendu s'assurer de la qualité de la formation. Il faut s'entendre également sur des critères qui réconcilient l'école et le monde du travail. Le secteur privé productif qui utilise les diplômés que nous mettons sur le marché de l'emploi ne sont pas souvent impliqués dans le processus de formation. Des initiatives en cours examinées lors des réflexions et des pistes de solutions en perspective. Nous avons engagé un processus de réforme de la formation professionnelle et technique en partenariat avec le secteur privé productif dans son ensemble. Ensemble, nous allons définir la formation professionnelle depuis l'expression des besoins en compétences jusqu'à la certification en passant par la mise en œuvre de la formation proprement dite. Cet atelier entre dans le cadre du programme d'appui et de développement aux centres de recherche régionaux au sein de l'UEMOA. Il est le 4e du genre organisé par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Les populations d'Akwedo ont bénéficié récemment d'importants dons en vivres et non-vivres, des dons remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, qui entendait à travers ce geste apporter son soutien au village. Grâce Kando, Félix Amani. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé, apporte du réconfort aux populations du village d'Akwedo. Il s'y est rendu les bras chargés de présents. 2 véhicules, du matériel sanitaire, des vivres et de l'argent constituent le don. Nous sommes venus auprès de nos parents du village de Akwedo pour leur dire merci de la part des autorités en tête desquelles se trouve le chef de l'État pour avoir accepté, après d'âpres négociations, la réouverture de la décharge d'Akwedo pour le grand bien de toute la population abidjanaise. Nous leur avons donné la garantie que le souci du chef de l'État et de ses ministres, c'est de faire en sorte que tous les engagements que l'État a pris auprès de la population soient respectés. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments ont été déjà mis en œuvre, il en reste encore et cela sera fait. Nous avons fait des dons en matière de santé. C'est dire qu'en matière de santé, comme ils l'ont souhaité, il vaut mieux prévenir que guérir. Un don qui réjouit les populations d'Akwedo. C'est la première fois qu'on se sent un peu soulagé
par rapport aux souffrances endurées depuis près de 50 ans. Le président a un homme de parole, tout comme le gouverneur Mambé qui est venu nous honorer. Et je dirais même il nous a comblé de joie. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour la promotion d'Akodo. Le gouverneur du district d'Abidjan n'entend pas s'arrêter là. D'autres dons sont prévus. Il s'agit notamment d'une usine de production d'Atiéké de 65 millions de francs CFA et de 15 millions pour le financement des projets en faveur des jeunes. Les populations ont rendu un hommage mérité au gouverneur du district pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Il a été fait citoyen d'honneur et membre de la génération Doubo du village d'Akwedo. Le virus Ebola continue de faire des ravages, notamment en Afrique de l'Ouest. Plus de 4000 décès selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, les mesures de prévention contre l'épidémie se multiplient. Les populations, précisément les jeunes, se mobilisent également pour dire non à l'entrée de cette pathologie dans le pays. Christelle Menon. 13h, à Djamé, c'est un des plus gros quartiers commerçants de la ville d'Abidjan. Chaque jour, des milliers de personnes y transitent. La promiscuité est telle qu'il est impossible de faire 3 pas sans toucher une autre personne. Une seule goutte de sueur contaminée par Ebola pourrait infecter les milliers de personnes circulant dans ce quartier. Le scénario est effrayant. C'est donc aussi ici qu'il faut sensibiliser, comme l'a compris Vision Émergente, une organisation de jeunes pour le développement. Nous sommes là ce matin pour vous expliquer un peu comment est-ce que le virus Ebola se transmet et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas donc attraper ce virus. Un commando de 16 bénévoles a investi les grandes artères du quartier. Mission, sensibiliser sur les moyens de prévention contre la maladie à virus Ebola. Une initiative de plus, mais pas de trop. Toutes les précautions qu'on prend pour laver les mains, l'hygiène, vraiment appliquer l'hygiène. J'espère que Ebola ne va pas arriver en Côte d'Ivoire et qu'on sera vraiment sauvé de cette maladie si grave. Nous lançons cette opération appelée OSE, Opération Zéro Ebola, pour pouvoir sensibiliser les populations ivoiriennes au risque d'infection au virus Ebola. Parce que nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons maintenir le virus Ebola hors des frontières ivoiriennes. On le répète encore, aucun cas de contamination enregistré sur le territoire. Une raison plus que suffisante de continuer à pratiquer les recommandations de prévention du ministère de la Santé. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter poignées de main et accolades, et surtout ne pas consommer gibier et autres viandes de brousse. La traque aux coupeurs de route est lancée par la gendarmerie nationale pour éradiquer les attaques quasi quotidiennes sur les axes routiers. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a eu une séance de travail avec les commandants de légion, de compagnie et d'escadron de San Pedro. Il était question de la mise en place d'un nouveau plan de sécurisation des régions de San Pedro, Nawa et du Boclet, très fréquentées par les coupeurs de route. Et c'est ce que nous dit Abou Sanougou. Depuis l'ouverture de la campagne Café-Cacao, le phénomène des coupeurs de route connaît une expansion particulière dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclet. Face à ces individus qui sèment le désarroi parmi les opérateurs économiques de cette filière, surtout dans la zone de Soubré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est monté au créneau. Les commandants de légions, d'escadrons, de compagnies, de brigades et du groupe de sécurité portuaire de San Pedro étaient tous présents à cette rencontre. Au cours de cette séance de travail, c'est un état des lieux de la situation sécuritaire de ces régions qui a été effectué. Axes criminogènes, dispositifs sécuritaires, tout est passé au peigne fin. Objectif, créer l'insécurité chez les coupeurs de route. À l'issue, c'est un nouveau plan de sécurisation de la zone qui a été adopté, avec notamment le renforcement et la réarticulation des dispositifs existants. Aussi, pour permettre à ce nouveau dispositif d'avoir les résultats escomptés, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale souhaite-t-il avoir l'adhésion des populations. Demandons à la population de nous aider à travers les informations pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et pour nous permettre d'être au plus près de ces populations. Ces nouvelles mesures permettront sans nul doute de juguler le phénomène des coupeurs de route, rétablir la quiétude au sein des populations et favoriser l'activité économique dans le district du Bassa-Sandra. L'actualité sur le continent en images, nous commençons par la Centrafrique frappée par de nouvelles violences. 6 morts à Bangui.
Des miliciens anti-Balaka tués par les forces internationales alors qu'ils refusaient d'être désarmés. Ces échanges de tirs interviennent après une nuit de violence mardi et des affrontements intercommunautaires la semaine dernière. Depuis le début de la crise, des dizaines de milliers de musulmans ont fui vers le nord de la Centrafrique, contrôlé par le mouvement Seleka. Des grappes humaines perchées sur des grillages hauts de 7 mètres. Nous sommes au Maroc, face à l'enclave espagnole de Melilla. 300 migrants africains ont tenté de franchir la frontière dans la nuit de mercredi à jeudi. Environ 140 sont restés juchés sur la clôture durant plusieurs heures. Ce type d'assaut est fréquent à Melilla, l'une des 2 frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. Mercredi, seuls 3 hommes sont parvenus à fouler le sol espagnol. Au Mozambique, le décompte des voix a commencé. La population a voté mercredi pour son futur président, qui succédera à Armando Guebuza, et pour ses députés. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, le Frelimo, présente comme candidat Filipe Nyusi. Face à lui, Afonso Dhlakama, un ex-guérillero chef de la Renamo. L'opposition dénonce le décalage entre la misère de la population et une économie en plein boom. La lutte contre les islamistes, c'était le sujet phare de la rencontre entre le président français et son homologue somalien mercredi à Paris. La France participe au financement de la mission de l'Union africaine en Somalie. Elle est également impliquée dans l'entraînement des soldats somaliens. Un investissement qui entre dans la lutte contre les Chebabs, ces islamistes très implantés en Somalie et qui organisent des attaques dans la Corne de l'Afrique. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre attention. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.